présent, je me tourne vers deux représentants de l'Outre-mer, Guillaume Pélissier de Féligonde et Sébastien Dubois. Est-ce que, Guillaume, vous pourriez nous expliquer tout d'abord comment fonctionnent les départements d'Outre-mer, s'ils ont un fonctionnement spécifique par rapport à la métropole, et est-ce que la loi, les réformes territoriales vont changer? Alors, je vais d'abord faire un petit portrait des Outre-mer. Il doit pas être... Vous m'entendez? Si, c'est bon. Voilà. Je vais donc faire un petit portrait déjà géographique et démographique des Outre-mer pour bien situer les choses. Donc les Outre-mer, c'est 4% de la population française avec environ 2,7 millions de personnes. Donc ce sont des gens qui tiennent particulièrement à leur appartenance à la nation française. Ils en sont très fiers, même si parfois d'ailleurs ils ont le sentiment d'être un peu des citoyens de seconde zone, ce qui n'est pas forcément infondé. Je peux citer par exemple l'exemple du SMIC, qui n'était pas à la même hauteur que le SMIC français. Et il a fallu attendre M. Lionel Jospin pour que le SMIC des DOM soit aligné avec celui de la métropole. Ce qui est quand même révélateur. Et puis je rappelle aussi que les Antilles, particulièrement, notamment, ont été... il y a eu pas mal de résistants qui sont partis des Antilles, qui ont fait un voyage très périlleux, qui passait par Sainte-Lucie, je crois, pour rejoindre la résistance française. Mais ça, de l'amiral en sait sûrement plus que moi. Ensuite, en termes géographiques, il faut savoir que, en fait, les territoires d'outre-mer, c'est surtout de l'eau. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle la zone économique exclusive, qui est une zone qui fait 200 milles nautiques de rayon, donc 1 mille nautique étant 1,854 km, c'est bien ça? 852, ouais. Donc 200 milles nautiques autour de tous ces territoires, ce qui fait qu'en fait, la France possède la deuxième zone économique exclusive, juste après les États-Unis. Ce n'est pas rien. Et donc, territoire d'outre-mer, vous connaissez Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe et ses dépendances, la Désirade, dont nous avons deux représentants ici, Marie-Galante, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, donc la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Polynésie française qui s'étend sur la surface de l'Europe. Et en fait, si vous concentrez toutes les terres de la Polynésie française, ça fait un département, pas plus. Mais sinon, la Polynésie, ça va des îles du Vent, donc Tahiti, etc., jusqu'aux Marquises. Donc c'est quand même immense. Vous avez la Nouvelle-Calédonie, dont la Grande Terre fait 440 km de long, et qui est la deuxième réserve de nickel du monde. Alors ça, ce sont les terres habitées. Et bien souvent, on oublie les autres, qui sont en fait très importantes pour nous amener à cette zone exclusive. Donc vous avez les terres australes et antarctiques françaises, dont vous avez la terre Adélie. Et petite anecdote, si on demande aux gens avec quel pays la France partage sa plus grande frontière, donc vous allez tous me dire c'est la Guyane avec le Brésil. En fait, non, c'est l'Australie. Parce qu'en terre Adélie, notre frontière, elle est avec l'Australie, et c'est la plus grande frontière que l'on a avec un autre pays. Étonnant. Mais bon, à part quelques ours et des chercheurs dans un container, il n'y a pas grand monde. Vous avez l'atoll de Clipperton, qui est dans l'Est Pacifique, on va dire pas loin des Galapagos, pour simplifier. Il y a quelques crabes, mais ça nous fait un rayonnement, on va dire, en termes géostratégiques. Alors, petite particularité qu'il est important de souligner d'un point de vue économique, la Polynésie française n'a jamais été dans l'Union européenne. Elle n'a jamais eu l'euro. Ils ont le franc Pacifique, comme la Nouvelle-Calédonie. Donc, quand on vous dit que sortir de l'Europe ou de l'euro, c'est s'isoler du monde, c'est factuellement faux. D'autre part, il y a eu une réforme territoriale dont Sébastien pourra nous en dire un peu plus le détail au niveau juridique, en 2007, et le président Asselineau l'a évoqué. Cette réforme a conduit à un changement de statut du territoire de Saint-Barth, et Saint-Barth est sorti de l'Union européenne.
Donc nous avons rencontré en mars le président de région, du territoire, M. Magras, et à la question qui lui a été posée par M. Asselineau, alors, qu'est-ce qu'il en est? Eh ben, il a dit clairement qu'il ne regrettait pas. C'était tout bénéfice pour eux d'être sortis de l'Union européenne. Exemple concret pour le citoyen lambda, c'est comme ils ne sont plus soumis aux normes européennes en termes de carburant, ils peuvent acheter du carburant au Venezuela. Au final, à la pompe, ça revient à 20 centimes de moins au litre. Donc si vous voulez, là, concrètement, les gens ont un effet sur leur porte-monnaie. C'est qu'un exemple. Il nous a passé en détail tout ce que ça a simplifié en termes de démarches administratives, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est de Saint-Barth. Alors Saint-Barth, c'est vrai qu'ils utilisent l'euro. Donc ils sont sortis de l'Union européenne, mais ils ont quand même l'euro. Bon, ils ont aussi le dollar. Et puis si vous venez avec des roubles ou des yens, ils les acceptent. D'accord ? Je voulais aussi, donc, alors je vous ai parlé un peu de l'attachement de ces populations à la nation française. Les territoires d'outre-mer sont un exemple du fait que la France est pluriethnique, pluriculturelle, plurireligieuse. C'est surtout le cas, c'est surtout apparent à La Réunion où il y a vraiment une très grande variété, où ça se passe très bien. Donc les histoires de burqa, c'est vraiment, une fois de plus, ça n'intéresse personne. Alors, on peut évoquer aussi les mouvements indépendantistes, et Sébastien aura des choses plus précises à vous dire. Aujourd'hui, les mouvements indépendantistes dans tous ces pays, on peut dire statistiquement que c'est tout à fait marginal. Il y a des mouvements, mais c'est vraiment pas, on n'en parle pas, quoi. Je sais pas s'il y a je crois sauf erreur en Guadeloupe, je crois qu'il y avait un chiffre qui disait 4% de la population qui est indépendantiste. Donc c'est insignifiant. Et puis quand on discute avec des indépendantistes, ce qui m'est arrivé, c'est assez intéressant parce que paradoxalement, ce que nous défendons avec l'UPR, ça peut rejoindre sur quelques éléments, ça rejoint le discours des indépendantistes. C'est-à-dire qu'eux veulent l'indépendance de leur département respectif et nous voulons l'indépendance de la France. Sauf que quand vous creusez un peu leurs idées, économiquement, en fait, il n'y a rien. Pour eux, au-delà de l'indépendance, il n'y a aucun projet. Que vous discutez, déjà, la plupart des indépendantistes, ils sont fonctionnaires, mais quand vous leur demandez comment ils vont gagner leur vie s'ils accèdent à l'indépendance, il n'y a pas de réponse. Moi, je me souviens d'un médecin indépendantiste avec qui je discutais, médecin donc public, qui me disait « Ouais, c'est dommage qu'on ne fabrique pas de voitures en Guadeloupe. » Je dis, c'est quand même dommage qu'on n'en fabrique pas en France. Il y a peut-être des raisons, quoi. À propos, également, il me parlait d'un dispositif médical que je lui présentais. Il me dit, c'est dommage qu'on n'en fabrique pas en Guadeloupe. Je disais, mais monsieur, celui que je vous présente, il n'y a qu'une usine dans le monde et les Américains l'ont délocalisé au Mexique parce qu'on paye les gens $3 par jour. Vous pensez qu'on peut réellement envisager de le faire chez nous? Pas de réponse. Donc voilà ce que je voulais un peu dire pour vous présenter un peu les choses en termes sur ces outre-mer qui font un petit peu rêver les gens, mais où il y a quand même, je vous dis, 4% de la population française qui compte et qui compte rester française. Voilà. Merci. Donc Sébastien Dubois, vous êtes aux Antilles depuis 2004, si j'ai bien noté. Et comment avez-vous vu évoluer les mouvements indépendantistes depuis que vous y êtes? Parce que j'ai cru voir qu'il y avait pas mal d'affiches de promotion de chantier avec des fonds européens. Or, bon, aux Antilles, on sait bien que c'est pas en Europe. Enfin, c'est une des meilleures preuves que la France n'est pas qu'européenne. Comment les gens réagissent à ce type d'affiches et au fait qu'on leur verse des fonds européens, alors qu'eux-mêmes sont américains en réalité? Ben alors les gens s'habituent finalement à avoir des drapeaux européens partout et finalement ne sont pas hostiles à l'Europe puisque on leur fait miroiter que tout cet argent vient de l'Europe.
personne ne leur explique jamais d'où ces fonds proviennent vraiment, donc des États qui participent à l'Union européenne. Donc là, il y a des mouvements indépendantistes, donc ça c'est vrai, il y a des, on va dire, des personnes qui s'expriment là-dessus. Par contre, il n'est jamais question de l'Europe en termes au niveau de l'indépendance par rapport à l'Europe. Ça n'est jamais évoqué dans aucun média, jamais. Donc, par rapport à ça, moi je vais parler plutôt du cas particulier de la Martinique, donc de ce qui vient de se passer, puisque c'est la partie indépendantiste qui est à la tête aujourd'hui de la Martinique, qui a été élue donc en décembre 2015 avec l'aide des représentants des Républicains, puisqu'ils ont fait une alliance pour pouvoir passer devant l'autre regroupement politique qui s'était fait. Donc les indépendantistes ont déjà été à la tête de la région pendant 10 ans. Avant ça n'avait pas mené à l'indépendance. Mais par contre, il y a une vraie volonté depuis à peu près les années 80 de faire penser, de la part des élus, de faire croire aux Martiniquais qu'il pourrait y avoir une nation martiniquaise, qu'il pourrait y avoir une indépendance possible. Alors ça, c'est au niveau des élus simplement, parce que quand on interroge la population, voilà, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, faut dire que moi j'ai dit l'autre jour, il y a 95% des Martiniquais qui ne veulent pas être indépendants. On m'a répondu non, c'est 98 qui ne veulent pas être indépendants. Donc il y a vraiment, c'est très marginal au niveau de ceux qui font la promotion de cette indépendance. Voilà. Mais alors, donc qu'est-ce qui s'est passé en Martinique en décembre dernier, puisqu'il y a eu les élections régionales partout, il y a eu des régions donc, qui se sont fusionnées en métropole. Et en Martinique, c'est le conseil régional et le conseil général qui ont fusionné. Voilà, qui ont été regroupés dans une seule collectivité territoriale. Alors cette collectivité territoriale, pour amener la population à la mettre en place, en tout cas à voter pour la mettre en place, il y a eu plusieurs étapes, et notamment une première étape en 2003, il y a déjà eu une consultation pour les 3 départements que sont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. La Réunion n'a pas été concernée par cette consultation ou ce référendum. Et là, les 3 départements ont clairement signifié qu'ils ne voulaient pas changer de statut. Il faut dire aussi, préalablement, juste avant ce vote, parce que cette consultation s'est faite en décembre, je crois, en mars, il y a eu une réforme de la... Enfin, il y a eu une loi sur la décentralisation, la loi de mars 2003, je crois, qui a modifié certains articles de la Constitution. Et donc les articles de la Constitution concernés pour les collectivités territoriales, ce sont les articles qui vont de 72 à 76. Donc pour nous, ce qui nous concerne en Martinique, c'est les articles 72, 73 et 74. Donc les consultations sont toujours demandées par rapport à ces articles-là. Est-ce que, donc la question qui a été posée en 2003, c'est est-ce que vous souhaitez l'installation d'une collectivité unique régie par l'article 73 de la Constitution? Bon, alors dès qu'on parle de ce genre d'article, etc., la population est très très méfiante. Et en règle générale, ils répondent non. Voilà, parce qu'ils sont méfiants. Donc, alors ça s'est passé en 2003, tout le monde a dit non. Et suite à ça, donc il y a eu, la vie a continué son cours. Et il y a eu donc une nouvelle proposition de réforme des collectivités, donc, qui ont été proposées à la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane aussi. La Guadeloupe a réussi à se défiler par le biais de son représentant, c'est Victorin Lurel, qui a réussi à temporiser. Mais la Martinique et la Guyane, elles, ont été consultées donc, du coup, pour se prononcer sur l'évolution institutionnelle des départements et de la région. Et donc ça a été posé. Alors c'est là où il y a vraiment un gros problème, parce que la population est consultée sur des choses donc un petit peu qui paraissent pas claires, parce que quand on parle d'article 73, 74, ça parle pas vraiment aux gens.
Comme en 2003, ils avaient refusé, ils ont mis en place, il y a eu un stratagème de mis en place en fait. Et en fait, au lieu de consulter une fois la population, il y a un décret qui est sorti qui a expliqué comment la consultation allait se faire et qu'elle allait se faire en 2 fois, en 2 votes, espacés de 15 jours. Donc il y a eu un premier vote le 10 janvier 2004 où on a demandé à la population martiniquaise s'ils voulaient qu'il y ait l'instauration d'une nouvelle collectivité régie par l'article 74. Et l'article 74, c'est le statut qu'a adopté Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il me semble. Donc c'est vraiment des statuts qui sont vraiment pour des territoires qui veulent une autonomie, qui veulent vraiment aller vers l'autonomie. Là, il y a eu un non qui a été assez massif. Et comme il a été voté non à cette question, on a fait revoter une deuxième fois les Martiniquais à 15 jours d'intervalle. Donc là, il y a eu à peu près une abstention, enfin la première fois déjà il y avait une abstention de 45%, mais là la deuxième consultation, 15 jours après, il y a eu 65% d'abstention. Et donc le vote, le oui, est arrivé en tête avec 68% des votants, au niveau des résultats, sauf que ces 68% ne représentent que 23,1 ou 2% des administrés. Donc c'est normalement, même il y avait une loi à l'époque qui estimait qu'il fallait pour ce genre d'évolution institutionnelle au moins un minimum de 25% de la population qui s'exprime en faveur d'une évolution, ce qui n'a pas été le cas, mais c'est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire personne, il n'y a pas de voix qui se sont élevées, enfin en tout cas ceux qui ont essayé de s'élever contre ça, contre déjà toute cette organisation un peu scabreuse quand même, on se sont fait passer pour des illuminés, des huluberlus, des gens qui ne connaissaient rien à rien. Donc la loi ça a été voté, et donc maintenant, alors donc là où c'était un petit peu tendancieux, c'est que la deuxième question pour l'article 73, et là c'est là où c'est important, c'est qu'au lieu de la poser comme en 2003 sur est-ce que vous voulez qu'une collectivité, une collectivité territoriale parce qu'il y a 2 choses en fait, il y a 2 possibilités d'évolution de l'article 73, soit la collectivité territoriale, soit une assemblée délibérante unique. Voilà, il y a seulement ces 2 possibilités-là qui sont prévues par la Constitution et l'article 73, alinéa 7. Malheureusement, en fait, la question n'a pas été posée avec l'un ou l'autre de ces termes, elle a été posée sur est-ce que vous voulez l'instauration d'une collectivité unique. Donc en fait, c'était un mix en fait des 2. Donc même le terme même n'était même pas présent dans la Constitution. Mais c'est passé quand même par, évidemment, ça a dû passer par au niveau du décret, le gouvernement qui a rédigé le décret loi. Tout a été passé, et il y a des personnes qui ont essayé de faire des recours contre justement tous ces manquements qu'il y avait eu au niveau de la Constitution, mais le Conseil constitutionnel n'a pas voulu examiner la loi qui avait été sortie. Enfin, tout s'est fait de manière comme ça très, très floue, et les gens n'ont finalement, au lendemain de la consultation, quand on expliquait aux gens que la Martinique et la Guadeloupe n'étaient plus, enfin la Martinique et la Guyane, parce que c'était pareil en Guyane, n'étaient plus un département, en fait les gens ne savaient pas. Les gens n'avaient pas pris la hauteur, n'avaient pas pris la notion de ça, parce que tout a été fait pour les rassurer en disant voilà, c'est article 73, donc article 73 c'est là où on était déjà finalement, donc les gens ne sont pas allés voter et n'ont pas pris la hauteur de ça. Donc maintenant on a une collectivité territoriale, c'est plus un département. Là ils sont en train d'essayer de mettre en place cette collectivité tant bien que mal, parce que comme c'est une fusion, alors c'est jamais facile, ça génère énormément de complications. Donc je ne sais pas, ce que ça va donner, et puis personne ne sait finalement vers quoi on va. Tout à l'heure, vous avez relevé que lors des dernières élections, le mouvement indépendantiste a été soutenu par des élus, les Républicains. Oui. C'est quand même un mouvement qui dit voilà, la République est une et indivisible. Ils ont changé le nom de leur parti qui était l'UMP pour devenir les Républicains. Pourquoi est-ce qu'ils soutiennent les indépendantistes ? Alors là, en fait, c'est justement ça a été beaucoup relevé dans les médias. En fait, les Républicains et les indépendantistes sont alliés au 2e tour de la régionale.
dans les élections territoriales pour avoir plus de voix que l'autre liste qui était une alliance aussi, mais plus des mouvements assimilés, Parti socialiste, gauche, etc., écologiste, etc. Voilà. Donc c'est une alliance pour gagner la place, pour avoir la place, tout simplement. C'est politique, c'est le jeu politique.